Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland, Tony Kess, je vous le disais, dans l'actu décalé, on va s'intéresser à la flambée du prix du maïs. Je ne sais pas si récemment vous en avez acheté, vous avez remis de l'argent pour qu'on aille vous prendre un sac de maïs. En tout cas, depuis quelques jours, cette céréale coûte... les yeux de la tête. Les yeux de la tête, c'est le cas de le dire. Alors, dans ce contexte, les propos du ministre de l'Agriculture, rapportés par un quotidien ce matin, je vais essayer de retrouver la une, c'est Le Grand Regard, justement, qui écrit lancement de la campagne agricole 2024-2025. Gaston Dossouri ambitionne 2 500 000 tonnes de coton. Oui, c'est bien d'avoir une ambition pour avoir 2 500 000 tonnes de coton. Ce n'est pas mauvais en soi parce que, oui, avant, le coton était exclusivement vendu à l'extérieur, mais depuis un moment, nous avons la chance d'avoir une unité sur notre territoire pour transformer le coton béninois. Et on a pu voir le nombre de jeunes qui ont été enrôlés dans cette affaire, qui sont aujourd'hui dans le secteur du coton, qui travaillent pour le textile. On a pu voir les premières productions de cette entreprise, qu'il faut saluer d'ailleurs et encourager. Je suis d'accord que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, vous savez, on a toujours dénoncé que le fait que le coton soit vendu à l'extérieur et que ça ne rapporte pas grand-chose aux contribuables au Béninois, alors qu'en réalité, c'est peut-être un groupe qui profitait des retombées du coton. Aujourd'hui, nous avons la chance que des gens transforment le coton béninois. Nous pouvons avoir des t-shirts made in Bénin, des serviettes made in Bénin, pourquoi pas. Et donc ça participe réellement à la croissance économique de notre pays et puis à la résorption de l'emploi, en tout cas du taux de chômage, au Bénin. Problème du chômage. Oui, résorption du chômage. Donc aujourd'hui, oui, il faut s'en féliciter. Alors, faut-il s'en féliciter au point d'accepter peut-être ça parfois que les gens aient une grande ambition pour le coton, plutôt que d'avoir une grande ambition pour le maïs ou le soja ou autre dans une certaine mesure. Dès lors que le ministre dit qu'il ambitionne 2 500 000 tonnes de 700 000 tonnes de coton dans une certaine mesure, quelle est son ambition pour le maïs qui coûte cher parce que les moyens qui sont mis dans la production cotonnière, si autant de moyens avaient été mis dans la production du maïs, du soja, et autres produits sur culture vivrière, je suis sûr que nous ne serons pas en train de dire que le maïs coûte 500 francs. Nous sommes en train de dire, bon, je l'ai dit il y a quelques jours, j'ai envoyé me prendre un kilo de gari, on me fait comprendre que c'est à 500 francs le kilo. Et lequel kilo de 500 kilos à 500 francs, quand je pèse à la maison encore, je me rends compte qu'il me manque 100 grammes. Continuez avec cette Je vais continuer parce qu'il y a un numéro où on peut dénoncer. Seulement que moi, je ne vais pas dénoncer. C'était le pain entre-temps. Oui, mais désormais, non, parce que le problème, c'est que... Désormais, c'est le tour moi, du gari. Je pèse juste pour me rendre compte de la difficulté de certains citoyens. C'est-à-dire que quand je prends le kilo du carré à 500 francs, mais quand je pèse, je me rends compte qu'il me manque encore 100 grammes. J'imagine... Non, comment réagissez-vous non, je souris, je me rends compte que oui, beaucoup de personnes... Les populations sont grugées. Les populations sont grugées, mais les gens aussi sont en difficulté. C'est vrai qu'on ne va pas encourager ça. Des solutions. Mais ça permet de savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, quand je vois ça et que le ministre dit 2 500 000 tonnes de coton, je dis attention, oui, d'accord, le coton, ok, mais le coton... On me dira que les graines de coton, on l'utilise pour l'industrie, pour l'huile, pardon, pour produire de l'huile de cuisine. Donc oui, d'accord, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Mais est-ce que nous n'avons pas besoin d'investir autant d'argent? C'est vrai, comme dira qu'il y a quelques jours, on a mis 25 milliards pour la production, pour encourager la production locale dans une certaine mesure. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut continuer. Mais continuer en faisant quoi? Déjà, permettre aux producteurs de pouvoir vendre à un prix raisonnable. Ce n'est pas parce que nous avons une entreprise pour produire, pour transformer le soja, qu'il faut acheter ça à vil prix. C'est parce qu'on va mettre de l'argent pour accompagner les producteurs dans la production du maïs qu'il faut à un moment donné décider d'acheter ça à vil prix. Je vais si vous permettez, je vais vous lire peut-être un message que j'ai reçu le week-end d'un producteur très influent dans les collines du soja, avec qui j'avais l'habitude d'échanger pendant chaque jour pratiquement, mais qui à un moment donné a disparu. Imen, bonjour cher ami, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Imen, vraiment c'est sérieux. C'est maintenant, j'ai fini avec les remboursements de cette année, environ 7 millions. Il me reste encore 3 échéances. Notre situation agricole pénible me tracasse, sinon Dieu béni.
nos productions, toutefois, l'export est permis. Il met ensuite, j'ai décidé, laisser la culture de soja jusqu'à nouvel ordre. Non. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui ont mis de l'argent dans la production du soja se sont endettés et ont eu des difficultés à couler les produits parce que le prix qu'on a fixé ne les arrangeait pas. Et ça ne leur permettait pas de payer les dettes. Je vous ai donné l'exemple de producteurs, par exemple, de certains producteurs qui ont dû fuir le village. Il y a un autre, j'étais en train de discuter avec un ancien ambassadeur du Bénin dans un pays du Maghreb, qui me faisait comprendre qu'un de ses parents, qui s'est endetté parce qu'à cause de la situation du soja, ne pouvait pas rembourser, a fui. Il est venu nuitamment dans ce village parce qu'il y avait un deuil et les gens signalés, ils sont venus le chercher. Vous imaginez, il y a cette situation-là. Donc, je pense qu'au-delà de tout, même si on veut 2 500 000 tonnes de coton, ce n'est pas mauvais en soi. Ça donnera de la matière première pour l'entreprise locale, parce que sans l'entreprise, il n'y a pas de matière première, l'entreprise ne va pas tourner. Je voudrais qu'on mette autant d'efforts dans la production du maïs, du soja, en accompagnant et en achetant le coton, le soja à un prix raisonnable qui puisse permettre aux producteurs de vivre sur le long terme. C'est très important. Comment faire en sorte que le manioc soit davantage cultivé dans nos localités, que le gari coûte moins cher. J'ai donné malheureusement l'exemple quand j'étais en première année à l'université. Je me rappelle, on était à Radio Univers quand un jour, on nous dit que Kadhafi a envoyé du maïs et du gari au Bénin. Et c'était une honte pour moi. À l'époque, j'avais déjà dénoncé ça. On ne peut pas avoir autant de superficie cultivable dans un pays bien arrosé, et continuer à dire que nous voulons acheter le maïs à 500 francs, le gari à 500 francs. Oui, on dira que les producteurs font de la surenchère. Mais écoutez, le prix de l'électricité, c'est monté. Le carburant, ça coûte cher. La scolarité des enfants, ce n'est pas... Autant que les cadres ont envie d'envoyer les enfants étudier au Canada, aux États-Unis, en France, les producteurs, les agriculteurs aussi ont envie d'envoyer les enfants à l'école, dans de grandes écoles pour qu'ils deviennent des cadres de demain. Ce n'est pas eux qui vont continuer à nous diriger, après envoyer les enfants dans les grandes écoles qui viendront comme nous diriger. Donc les producteurs aussi ont envie d'envoyer, parce qu'à un moment donné, eux aussi ils étaient enfants de producteurs. Et donc, moi, je crois que quand on va régler les choses de façon équitable, on va travailler à une justice sociale. En accompagnant véritablement les producteurs, nous allons nous allons avoir une certaine autosuffisance alimentaire et les produits de première nécessité coûteront davantage moins cher. On va rester à la une du quotidien Le Grand Regard, Laurent Roland-Antonin Kies. Reprise de la route Kouta, Ouedo, Révier, Kokou-Kodji, portée au Bénin, comble les lacunes des Boumaf à Abomey-Calavi, s'exclame le quotidien. L'éléphant blanc se métamorphose déjà, une lueur d'espoir pour les usagers. La dernière fois que j'ai emprunté ce tronçon, j'ai été sidéré par la qualité du travail qui est fait, ce qui est fait depuis un moment, en tout cas, depuis que cette voie a été reprise par l'entreprise Porteo, en tout cas par d'autres entreprises. Et ce n'est pas, il y a plusieurs voies qui ont été faites par cette entreprise, la première entreprise qui est décriée. Et quand on dit en conseil ministre qu'on va reprendre la voie, mais jusque-là, aucune poursuite, aucune interpellation en la matière, je me pose des questions. Pourquoi est-ce que ce gouvernement qu'on connaît, qui sait bien interpeller les gens, poursuivre les gens pour les éléphants blancs, les travaux à bâcler dans une certaine mesure, pourquoi dans une certaine mesure on ne demande pas des comptes à ces entreprises et on relance les mêmes travaux avec les fonds du contribuable béninois? Nous, on veut voir clair, parce que pas plus tard qu'hier, je discutais bizarrement de la même voie, des voies là, en question réalisées par la première entreprise et Bomaf, il faut l'appeler, en tout cas, appelons Chacha carrément, on n'a pas peur de le dire. C'est Bomaf qui a réalisé la voie et c'est Bomaf qui a fait la voie de Zinvier. Et quand vous allez à Zé également, on voit beaucoup de choses que cette entreprise a réalisées dans ce pays. Mais malheureusement, ce n'est pas des infrastructures de qualité. Et quand vous prenez la voie de Zinvier aussi, vous vous rendez compte de ce que le travail a été bâclé à bien des niveaux. Et pourquoi on n'interpelle pas l'entreprise, mais on relance les travaux de Kouta, Révier, Kokou-Kodji, et puis on n'interpelle pas autant de milliards dépensés qui va rembourser. À moins qu'on vienne dire que l'entreprise réalisait avant d'être payée, d'accord. Peut-être. Voilà, mais si l'entreprise ne réalisait pas avant d'être payée, et je sais qu'à un moment donné, cette entreprise avait le droit de citer au Bénin dans une certaine mesure, contrôlait pratiquement tous les gros chantiers. Et cette époque, malheureusement, est révolue pour elle. Et il va falloir que les entreprises qui ont à l'achat de faire des infrastructures aujourd'hui le fassent très bien. C'est vrai qu'il faut reconnaître sous Patrice Talon, quand vous ne faites pas bien. J'imagine combien de fois les gens ont dû casser le boulevard de la Marina, ont repris
J'imagine combien de fois les gens ont dû enlever les pavés au niveau de la revue et reprendre parce que ce n'était pas au goût. Ce n'était pas ce que le chef avait demandé, voulait. Et donc, toute entreprise qui travaille aujourd'hui sait qu'il y a des normes qu'il faut respecter. Il faut saluer. Mais moi, je dis, pourquoi on n'interpelle pas la première entreprise qui a dilapidé certainement les ressources, à moins que, parce que je n'ai pas vérifié, je n'ai pas vérifié si entre-temps, c'est un travail à réaliser et puis à être payé après, on ne sait pas trop. Allez, en tout cas, porté au BTP qui semble combler les lacunes donc, des BOMAF. Mais eux, par contre, il faut leur rappeler des précisions, justement, que la voix de Glodjibé, en tout cas, Missendo Glodjibé, c'est la même structure qui travaille vraisemblablement. Ils font un travail, quand vous regardez la qualité, ce qu'ils font, il faut les féliciter. Et avec la célérité aussi, il faut les féliciter. Mais je voudrais leur rappeler de faire attention aux installations. Parce que, vous vous rappelez, la semaine passée, on n'a pas réussi à émettre parce qu'ils ont coupé notre câble de connexion. On est resté non connecté pendant toute une semaine. Qu'ils fassent attention aux installations en cours parce que nous, on a besoin de ça. On apprécie ajuster ce qu'ils font. Ils font un travail de qualité, il faut l'avouer. La célérité hier, ça d'accord, mais pas pour autant qu'il faut détruire les installations au point de nous mettre en difficulté. Nous vivons de ça. Eux, ils vivent de leur travail. Donc, permettez-nous de faire notre travail, de vivre de notre travail aussi. C'est très important. C'est la réflexion que je me suis faite justement quand j'ai lu ce titre à la une du quotidien le Grand Regard. Ok, c'est bien. Alors c'est vrai que sur le tronçon aujourd'hui, on voit qu'il y a des travaux et vraisemblablement d'ici quelques semaines ou quelques mois, il y aura il y a vraiment une célérité. Mais faisons attention. Non, je crois que les responsables doivent pouvoir interpeller les agents sur le terrain, leur demander de faire très attention. Pas nous mettre en difficulté tout le temps. Oui, voilà, parce que toute une semaine sans on doit justifier notre salaire quand même. Ça devient compliqué. Non, parce que quand on ne met pas pendant un certain nombre de jours, après c'est comme si on n'a pas travaillé. Et puis l'employeur, parfois, se pose la question de savoir pourquoi il veut vous payer. Ben voilà. Mais permettez-nous quand même de nourrir nos familles quand même. Faut Laurent. Allez, plus sérieusement, maintenant, on va s'intéresser à un autre fait d'actualité. Laurent Roland Toninkes, le Béninois libéré, écrit ce matin, mauvaise nouvelle chez les OB26, des tonnes d'affiches, Olivier Bokor, président de 2026, en passe d'être brûlées. J'ai lu l'article écrit par Béninois libéré, je crois que ça date du vendredi dernier, ça a été repris certainement cette semaine. J'ai pu voir aussi que, oui, il y a un travail sur le terrain pour identifier ces personnes qui financent les mouvements ou bien ceux qui financent les suscitations des candidatures de Olivier Bokor. Et donc, par conséquent, un opérateur économique aurait commandé des tonnes d'affiches à l'effigie de notre... oui, du désormais suscité successeur de Patrice Talon par certains jeunes au Bénin. Et donc, dans une certaine mesure, oui, avec les derniers recoupements, c'est que oui, ça chamboule dans tous les sens autour du chef de l'État. Les ambitions sont nombreuses dans une certaine mesure. Et donc, finalement, ceux qui ont tout fait de commencer à crier que d'office que c'est Olivier Bokor qui sera président en 2006 sont certainement en train de revoir leur stratégie ou bien leur réflexion, en train de réfléchir à nouveau pour voir est-ce que réellement c'était le bon joker. Bon, maintenant, ceux qui se sont empressés de s'afficher, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, je le disais aux jeunes, ceux qui s'agitent dans une certaine mesure, excusez que j'utilise ce terme, ce verbe, s'agitent à dire c'est obéir en s'affichant, en voulant même parfois critiquer un certain nombre d'acteurs, en se permettant un certain laisser-aller dans une certaine mesure, je leur dis, ils font assez d'erreurs. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Entre Patrice Talon et Olivier Bokor, c'est des amis de vieille date. Ils ont partagé les plus grandes choses. Ils se maîtrisent l'un et l'autre. Et donc, moi, je n'oserais jamais me mettre dans cette posture en train de dire que c'est beau obéir à tout prix au point de minimiser les autres ou au point même d'avoir au dos le chef de l'État. J'insiste sur le fait que les gens doivent pouvoir observer une sorte de, comment vous appelez, de retenue. De retenue en ce sens que rien n'est encore décidé. Et si le chef même a dit qu'il faut attendre 6 mois avant les élections, posez-vous la vraie question. Est-ce que sur la scène politique aujourd'hui, ce qu'ils ambitionnent de faire, est-ce que c'est ça qui marchera?
Est-ce que c'est ce que le chef décidera qui marchera? Est-ce que c'est ce que le peuple décidera qui marchera? Parce qu'il est bon que vous alliez faire une séance de sollicitation de candidature. Les gens viennent parce que vous avez au moins des t-shirts à distribuer, vous avez des casquettes à distribuer. Et d'ailleurs, même ce sont nos frères jeunes étudiants qu'on invite à ces activités avec quelques moyens de déplacement dans une certaine mesure, un peu de sandwich et un coca. Si l'étudiant n'a rien à faire le jour, là, il est en cabine, après, là, il peut venir s'asseoir, il prend votre coca et votre sucrerie, votre coca et puis votre pain. Et puis, vous lui donnez après, même si c'est 1000 francs, vous lui donnez, lui, c'est suffisant pour lui. Il n'a pas de charge. Et il porte le t-shirt, il crie avec vous. Mais il sait que le jour-là, ce n'est pas lui qui est dans ça. Donc, les gens doivent pouvoir avoir un peu de retenue et se dire, tel que les choses évoluent, est-ce que véritablement, nous sommes sur la bonne piste? En tout cas, moi, je leur dis, calmez-vous, un peu de retenue, attendez carrément de voir clair avant de vous agiter, de vous lancer. Autrement, vous allez vous tirer des balles dans vos pattes, je ne sais quoi, et puis après, vous ferez les frais. Je rappelle à tous ceux-là, parce que j'ai toujours donné l'exemple de ce jeune qui a vertement critiqué un candidat en 2016, membre d'un parti politique. Il a critiqué cette candidature. Et puis après, quand son parti a voulu s'associer au pouvoir en place, c'est que l'une des conditions, c'est qu'on ne veut pas voir ce jeune-là. Et donc, il a été écarté parce qu'il a eu des propos durs à l'époque. Donc, tout jeune qui s'aventure sur le terrain se fait mal pour rien. Les gens sont restés ensemble, ont travaillé ensemble. Je dirais même ont mangé ensemble. Pourquoi est-ce que vous voulez vous mettre au milieu d'eux? On fait plus que manger ensemble. Allez, dynamisme, merci de préciser dynamisme, ça. On fait plus que manger ensemble. Plus que manger ensemble. Allez, Dynamisme Info écrit discordance répétitive dans les relations FCBE-LD, on parle donc toujours politique, mais dans l'autre camp cette fois. Nécessité d'un mécanisme pour sécuriser l'entente jusqu'en 2026. Oui, c'est une question de méfiance qu'il y a entre FCBE et LD. C'est normal, c'est de l'ordre normal des choses. Quand vous prenez ceux qui sont dans LD, la grande partie était FCBE. Et d'ailleurs, les grands leaders, en dehors de Eric Roudeté et autres, les grands leaders Boni Yahi et Nourenou Achade étaient des FCBE. Et on sait comment est-ce que du jour au lendemain, Paul Rumpa est devenu président du parti FCBE. Et d'ailleurs, même on disait les FCBE, et puis après, il a dit que c'est la FCBE. Alors, dans ces conditions, vous pensez que les gens vont lui faire confiance à 100%? C'est vrai qu'il faut travailler à une unité, unie au sein de l'opposition, mais toujours est-il que la question de méfiance va se poser toujours. Et c'est à Paul Rumpa de faire suffisamment d'efforts pour montrer, j'ai vu les sorties de Paul Rumpa ces derniers temps, et j'ai eu peur pour lui dans une certaine mesure parce que, oui, peur pour lui en ce sens que il ose maintenant donner de la voix. Il ose critiquer. Il ose aborder les sujets d'actualité dans une certaine mesure en prenant une position claire. On voit ça. Ce qui n'était pas exactement la même chose il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Et donc, sachant que dans une certaine mesure, il avait une attitude assez modérée. Je ne sais pas pourquoi il avait cette attitude modérée. Un paradoxe ou pas, finalement, il y a 2 ans, 3 ans, chef de file de l'opposition. Oui, mais attitude modérée. Actuellement, il n'est même plus chef de file de l'opposition. Voilà, mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il aurait dû faire quand il était chef de file de l'opposition. Donc, il y a matière à se poser des questions. Et donc, si entre-temps, il avait des partenaires au sein de l'autre camp, dans une certaine mesure, qui ont fait ces partenariats qui a fait qu'il avait une attitude modérée. Aujourd'hui, il est dans cette position, il critique ouvertement comme ça. Le problème, c'est que si vous dealez avec les gens, à un moment donné, vous avez des choses qui peuvent vous prendre à tout moment pour faire tomber. Et donc, c'est pour ça que je dis j'ai peur pour lui dans une certaine mesure. Mais toujours est-il que s'il veut adopter cette posture, qu'il fonce droit et qu'il adopte cette posture. Il n'y a pas de marche arrière. Si jamais il veut faire jouer comment vous appelez, à la politique mi-figue, mi-raisin dans une certaine mesure, ça va être difficile pour lui. Maintenant, aux démocrates aussi, oui, c'est une question de méfiance, mais il doit pouvoir peut-être accepter la différence dans une certaine mesure, se calmer, l'accepter si Paul Rumpa souhaite se joindre à eux. Maintenant, est-ce qu'ils vont demander à Paul Rumpa de dissoudre le parti FCBE, encore que le parti a des élus? Et le parti reçoit aujourd'hui le financement public. Donc, dissoudre le parti FCBE n'arrangerait pas du tout Paul Rumpa et son équipe, dans une certaine mesure. Donc, autant d'éléments qui font que peut-être ils ne vont pas s'entendre. Mais comme le dit Dynamisme Info, il faut qu'ils trouvent un mécanisme pour s'entendre. Même si ce n'est pas une fusion, faire en sorte que les décisions du parti
les démocrates soient partagés avec le parti FCBE et notamment avec peut-être NFN et puis GSR et autres et consorts, MPL évidemment, et qu'il y ait une unité d'action plutôt que d'avoir des actions. Parce que le pouvoir en place aura tout à gagner de les voir divisés. Et je le rappelle que si Adama Barrow a pu battre Yaya Jammeh en Gambie, c'est parce qu'à un moment donné, toute l'opposition a dû enterrer, en tout cas toutes les formations politiques ont dû enterrer leur ego pour se mettre ensemble et c'est en coalition. Parce que s'il n'y avait pas cette coalition, ce n'était pas gagné d'avance de battre Yaya Jammeh dans les unes. Donc il lui fallu que les opposants se mettent ensemble, de porter Adama Barrow pour pouvoir gagner les élections face à Yaya Jammeh. Et vous allez voir que même quand ils ont gagné, difficilement, Yaya Jammeh n'avait pas voulu laisser le pouvoir. Que vous vous souvenez, paix à son âme, comment vous appelez, le Master Touza était président de la commission de la CEDEAO, donc il a été dépêché. Ça a été des conciliabules sur conciliabules, des menaces, et le Sénégal et d'autres pays qui sont préparés pour dire qu'ils vont envoyer les forces militaires donc, avant que Yaya Jammeh ne laisse tomber. Donc, si l'unité nationale, l'unité ne s'observe pas au niveau de l'opposition, ne soyez pas surpris de voir que le pouvoir en place conserve encore le pouvoir, en tout cas l'équipe en place conserve le pouvoir en 2026. Et ce serait peut-être malheureux pour eux, parce que c'est eux qui veulent conquérir le pouvoir. Allez, dans un autre registre, Laurent Roland-Antonin, qui est Soleil Levant écrit ce matin, recrudescence des excès de répression des agents de la police républicaine sur les populations. Le député Gérald Benochi adresse 7 questions au gouvernement. Et sur le même sujet, on peut lire avec Dynamisme Info ce matin, récurrent cas de bavure policière. Et si l'on suspendait d'abord l'opération de répression pour mieux la repenser? Je dirais, j'insiste là-dessus, hein, je suis le premier à dire qu'il faut porter les casques. Et vous devez porter les casques, c'est pour votre vie. Ce n'est pas pour la vie de Patrice Talon, ce n'est pas pour la vie de Claudine Talon, de Lionel Talon ou de Yaya ou bien de Pascal Irene Koupaki. C'est votre vie qui est en jeu. Seulement que la manière dont ça se passe, oui, il faut reprocher un certain nombre de dérives. J'ai pu voir, le week-end, je ne sais pas si vous l'avez vu, une vidéo qui retrace le processus de répression par rapport au cas à Lomé. Ok, non, je n'ai pas vu. Alors, dans la vidéo, qu'est-ce qu'on a constaté? Quand vous ne portez pas votre casque, vous portez votre casque, vous êtes en train de conduire, que l'usager ne porte pas son casque, on vous arrête. Okay. On retient l'usager qui n'a pas porté son casque là pendant 2 heures. Là où on les a arrêtés, ils attendent pendant 2 heures. Il y a des équipes qui les sensibilisent sur l'utilité de porter l'importance du port du casque. 2 heures pour vous faire perdre du temps. La prochaine fois, on vous sensibilise. Et on vous sensibilise en groupe. Et puis après, quand on finit de vous sensibiliser, on vous laisse partir. Si on vous arrête, vous, conducteur de moto, et que vous n'avez pas votre casque, on vous arrache votre moto. D'accord? On vous perd le temps comme les autres, d'accord? On vous sensibilise, mais on garde la moto jusqu'au soir. Et c'est à 18 h que vous revenez chercher le marché. Vous ne payez pas. D'accord? Mais en revenant avec le casque, bien sûr. Et vous revenez prendre la moto. Si vous ne revenez pas le soir sans le casque, ou soit vous ne revenez pas à temps, la moto, cette fois-ci maintenant, est amenée au commissariat et c'est là que vous payez les frais de fourrière. Donc, vous voyez tel que les gens ont fait ça au Togo. Et d'ailleurs, c'est le premier, quand je disais qu'au Togo, vous allez d'office à des parties de la frontière, je crois que quelqu'un m'a dit non, que ce n'est pas ça. Mais quand vous dépassez la frontière, vous ne pouvez pas monter sur une moto sans mettre de casque. Parce que le conducteur sait que si jamais on l'arrête, ce n'est pas bon pour lui. Donc, moi, je crois qu'on peut aussi, comme recommande le journal, il faut maintenant repenser alors. Parce qu'on a assez fait mal aux Béninois en la matière. Je suis d'accord qu'il faut mettre le casque, il faut réprimer. Mais tel que ça a commencé par, la tenue que ça a commencé à prendre, je crois qu'il faut maintenant travailler à repenser le mot de répression. Il faut maintenant mettre l'homme au cœur de cette répression plutôt que de continuer à maîtriser les citoyens dans une certaine mesure. Si on pouvait faire ça comme ça, je crois que ça va aider. Moi, j'avais même proposé que dans une certaine mesure, oui, il faut peut-être avoir quand on arrête quelqu'un qui n'a pas de casque, on garde sa moto, il prend, comment vous appelez, il va acheter un casque, il revient pour récupérer sa moto. Monte le casque et on écrit son nom sur le casque avec du blanco. Comme quand les policiers arrêtent vos motos. S'assurer que c'est oui, on écrit dessus. Parce que s'il passe un casque neuf sur quelqu'un et il se permet ça, l'autre ne peut pas accepter chaque fois qu'on efface sur son casque. Donc, on écrit son nom sur ça. Et même s'il faut même prendre un compas
pour écrire son nom dessus là. Il faut écrire, prendre un compas, écrire dessus. Et puis on le laisse partir. Parce que à la rue vont les choses, les gens souffrent, c'est difficile. Vous êtes debout sur les carrefours. Moi, depuis moi, je m'amuse à aller sur les carrefours parfois et rester loin pour observer. Je vois comment certains citoyens, un vieux il y a quelques jours avec un tricycle a été arrêté. C'est pas lui, c'était même pas affaire de casque. Parce qu'au niveau du carrefour en question, il aurait dépassé légèrement le feu, on l'a arrêté. Et je regarde le vieux comme ça, pratiquement, je crois, de leurs 60 ans, qui avait les larmes aux yeux. J'avais de la peine. J'avais de la peine et je me dis, qu'est-ce que ce monsieur pourrait être en train de penser là maintenant? À quoi est-ce qu'il pense? Et à un moment donné, il met les deux mains sur la tête et il commence par pleurer. Je ne me donne pas d'argent, je vais faire comment? Et là, j'étais assis là à le regarder et je regardais le policier qui criait sur lui aussi à la limite. Moi, je dis oui, ils sont dans leur rôle, ils sont en mission républicaine, mais qu'ils y mettent aussi la manière. C'est très important pour les citoyens parce qu'eux aussi sont des citoyens. Allez, on reste avec Dynamisme Info, Laurent Roland, Anthony Kess, interpellation de Rémi Nyambakpo. L'opposition exige sa libération. Est-ce que l'opposition est dans la posture en droit d'exiger sa libération maintenant? Je suis d'accord que oui, l'opposition c'est un des leurs et donc c'est normal qu'ils exigent sa libération. Et je voudrais d'abord repartir des faits. C'est vrai que le journal Aujourd'hui au Bénin a écrit que Tchouagouni aurait dit qu'il soit candidat, même sous les crépitements des armes, dans une certaine mesure, et Rémi Nyambakpo a commenté. Il a commenté et malheureusement, ce n'était pas vérifié. D'ailleurs, même celui qui a le journal a dit que ce n'est pas lui qui a fait ça. Le DEM s'est autosaisi, mais l'intéressé, après, j'ai pu lire un article de Benoît Libéré également qui dit que le promoteur du journal, depuis un moment, n'aimait plus que c'est quelqu'un qui a usurpé le titre du promoteur du journal et qui balance et qu'on ne connaît jamais la personne. Je dis, attention, on ne sait pas où, pas quel canal le journal a envoyé. Donc, si on veut situer, un peu situer pour savoir. Après tout, c'est pour nous distraire dans une certaine mesure. Mais voilà quelqu'un qui a un âge donné, avancé. Et avec la virulence qu'on lui connaît, est revenu sur ce qu'il a dit, a présenté des excuses. Il a présenté des excuses. Et c'est vrai qu'on me dira, oui, les excuses ne corrigent pas, dans une certaine mesure, l'offense qui a été faite, dans une certaine mesure. Je suis d'accord. Mais il a présenté des excuses. Et j'ai vu le professeur Joseph Diogbenou, président de l'Union progressiste du Renouveau, monter au créneau, à travers une conférence de presse pour clarifier, pour se justifier. C'est normal. Puis après, il dit qu'il va lancer des poursuites, mais dès lors que l'autre a présenté des excuses, j'estime qu'il faut peut-être revenir sur le fait, l'interpeller, le mettre en garde et le laisser parce qu'il a présenté les excuses. Il a eu la bienséance de présenter des excuses. Et je dis, les grands hommes, c'est à partir de ces actes qu'on les reconnaît. Parce que si Diogbenou doit pouvoir être candidat de l'Union progressiste du Renouveau en 2026, ça, la seule, va contribuer cette situation seule peut le désavantager. En quoi je le dis? Je le dis dans le sens que voilà quelqu'un que quelqu'un a sali, mais un citoyen a commenté, mais a présenté des excuses, mais malgré tout a poursuivi celui qui a présenté des excuses et l'a mis en prison. S'il était président, qu'est-ce qu'il sera? Il n'est pas encore président. Il aspirait, avons-nous appris à un moment donné à être président. Mais il n'est pas encore président, quelqu'un l'offense et présente des excuses, mais malgré tout, on l'interpelle, on le met en prison. S'il était président, il avait tout pouvoir, comment ça va se passer? Donc, j'estime que c'est la marque des grands hommes. Quand vous voulez être un grand, dans une certaine mesure, et que quelqu'un, à un moment donné, vous offense, je ne dis pas que les excuses corrigent les offenses ou bien effacent les offenses dans une certaine mesure. Mais s'il aspire à une dignité plus supérieure à ce qu'il a pu connaître déjà en étant ministre et président de la Cour constitutionnelle, je crois qu'il ferait mieux, après quelques jours de garde à vue ou bien de mandat de dépôt de Rémi Nyambakpo, qu'il fasse l'effort de dire, bon, je retire ma plainte et qu'on laisse Rémi Nyambakpo. Ça le fera grand. Avec Dynamisme Info, on peut également lier, là on reste avec l'opposition également, jeudi en noir. Et puis j'allais finir en disant à l'opposition que ce n'est pas parce que vous êtes opposants que vous allez vous permettre toutes les dérives et après exiger libération de quelqu'un.
ce qui s'est passé, c'était une faute assez grave. Le journal, ce qui a été écrit, ce n'est pas bien pour notre vivre ensemble. Et donc, quand Jérémy Mappo aussi allait commenter, c'était une erreur de commenter sans pouvoir vérifier si c'était une information vraie. La véracité de l'info. Il fallait faire ce travail d'abord. Donc, il faut que tous ceux qui se réclament de l'opposition fassent très attention. Il se peut même que les gens soient piégés. Parce que je dis, tous ceux qui commentent, moi je prends le risque de commenter, d'analyser la une des journaux, mais je fais très attention. Parce qu'un journal qui écrit un titre, à tout moment, le lendemain peut venir vous écrire erratum. Et quand le journal écrit erratum, c'est fini, on peut le comprendre. Mais vous qui avez commenté, c'est vous qui êtes devant. Parce qu'en voulant commenter, vous pouvez ajouter aussi votre dose. Donc que les gens fassent attention. C'est même parce que le journal écrit qu'on peut se permettre tout. Faites attention. Les gens peuvent être piégés à travers même les journaux. Les journaux vont écrire aujourd'hui et demain vont vous mettre erratum et vous allez foutu le bordel pour votre vie, pour votre carrière. Que les gens fassent très attention. C'est le plus important. Jeudi en noir, on peut donc lire avec Dynamisme Info ce matin, des jeunes de l'opposition sortent l'arme contre la gouvernance talent. Oui, mercredi rouge, on a pu voir comment ça a donné de fil à retordre à Boniaï. Il a tout fait, mais mercredi rouge a eu raison de lui dans cette mesure parce que c'est l'une des stratégies utilisées par l'opposition, la société civile et autres à l'époque pour en arriver à voir Patrice Talon au pouvoir en 2016. Donc, est-ce que jeudi en noir aujourd'hui, ça va porter? Attendons de voir ce qui va se passer. Nous autres sommes journalistes, donc nous allons observer et de loin voir comment ça va se passer et comment est-ce que les gens vont adhérer à cette dynamique. Est-ce que suffisamment les gens vont porter le noir le jeudi seulement ou bien il y aura des messages pour rassurer, pour proposer de nouvelles alternatives par rapport à par rapport à la dynamique en cours actuellement. Parce que si c'est seulement pour aller porter du noir tous les jeudis, je crois que c'est sur la peine perdue. Le plus important, c'est de répertorier les insuffisances dans cette mesure et de commencer par faire des propositions pour dire voilà telle chose qui a été faite, mais nous estimons qu'on pouvait faire mieux en faisant tant. Mais si c'est juste porter jeudi noir, t-shirt noir les jeudis, ou bien costume noir ou boubou noir les jeudis pour montrer qu'on est contre Patrice Talon, ce n'est pas ça qui gagne les élections. Il faut aller sur le terrain, parler aux citoyens, les convaincre, les mobiliser pour 2026, plutôt que de rester à Cotonou pour porter du noir tout le temps et penser qu'on a déjà gagné tout le Bénin. Ce n'est pas gagné d'avance. Allez, ce drame, parlons-en. Laurent Roland Tonenquès avec le quotidien Le Matinal, chavirement d'une barque motorisée au Bénin, 6 morts dans le lac Nokoué, d'autres passagers en soins intensifs. Chaque année, on a ce problème. Je crois que Fraternité aussi en a parlé ce matin, on a ce problème. Ouais. Je crois qu'il faut désormais travailler, surtout le ministre de l'Intérieur, travailler à ce que j'appellerais... En tout cas, il y a la police fluviale également. Mais est-ce que la police fluviale travaille sur tous nos cours d'eau dans une certaine mesure? Quand vous allez à l'embarcadère de Calavi, par exemple, quand vous voyez comment les gens embarquent, en tout cas rentrent dans les bacs pour aller à Ganvier, Soava, dans la commune de Soava, dans une certaine mesure, il n'y a aucun système de contrôle. Ça commence par là. Il faut que, dès maintenant, que nous ayons la police fluviale au niveau de tous les embarcadères. Et dès lors qu'une barque doit démarrer, qu'on essaie d'identifier le nombre de personnes que la barque doit contenir. Si ça va au-delà et que le conducteur de la barque veut s'imposer, il faut lui coller des contraventions qu'il paye. Quand on va commencer ça, ça va sécuriser nos parents qui sont sur le lac. C'est très important. Et déjà, ça se fait à l'embarcadère, mais au niveau des localités en question, ou bien il faut qu'il y ait une patrouille, surtout en ces périodes où il y a de pluie ou parfois la période de la montée des eaux, il faut une patrouille régulière sur le lac, sur les différents cours d'eau, essayer de voir, de contrôler, parce que parfois les gens veulent aller et puis ils font de la surcharge. Mais quand la surcharge, quand au milieu de l'eau, il y a un problème, c'est que c'est là où on en arrive à dénombrer beaucoup de morts. Et d'ailleurs, même parfois, c'est sans gilet de sauvetage. Il faut davantage. Et j'interpelle les bonnes volontés de nos communautés qu'ils aillent faire des dons de gilets de sauvetage à ces populations. C'est vrai que ceux qui sont nés dans cette localité ont appris à nager, mais il arrive que parfois certains parmi eux meurent aussi par noyade.
Donc, il faut prévoir beaucoup de gilets de sauvetage. Le ministère de l'Intérieur doit le faire, mais je t'interpelle aussi les ONG, les bonnes volontés de nos communautés. On a pu voir, on sait qu'il y a des riches qui sont aux commandes de la communauté de Soava, mais eux aussi doivent pouvoir mettre la main à la poche. Il ne faut pas attendre tout le temps l'État. Vous êtes riche, vous avez été élu maire, vous avez été élu finalement député, vous avez l'argent. Si vous décidez d'offrir au moins 100 gilets de sauvetage par an à vos communautés, ce serait bien dans une certaine mesure. Donc il faut le faire pour éviter ces dégâts, ces drames à l'avenir. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut maintenant mettre des agents de contrôle au niveau de tous les points d'embarquement au niveau de nos cours d'eau et faire en sorte que le non-payback soit véritablement respecté. Urgence donc d'assainir le transport fluvial, comme l'a écrit Fraternité ce matin. Toutes nos condoléances aux familles éplorées. Beaucoup de courage à ceux qui sont encore en soins intensifs et aux parents de ces derniers. Laurent Roland Tonneikes, vous parlez de contrôle tout à l'heure. Parlons-en rapidement avec le matinal qui nous informe que 3 stations-service ont été fermées dans le Mono en guise justement de régulation et contrôle de qualité du commerce des produits pétroliers. Nous y sommes encore. Oui, nous y sommes toujours. Oui, mais les stations, il y en a qui sont de mauvaise foi et qui continuent de nous gruger. Difficilement, les gens ont l'argent. Et on va prendre le carburant. Malheureusement, ils nous grugent. Ce n'est pas la quantité exacte qu'ils nous donnent. Il y en a peut-être qui vont prendre l'essence de contrebande pour remplir les stations. Autant de choses qui se passent. Et je crois qu'il faut vraiment interpeller les brebis galeuses dans ce secteur d'activité pour protéger les citoyens. Et vous allez là-bas, vous prenez parfois même, c'est même les pompistes aussi qui sont dans le jeu maintenant. Si vous ne faites pas attention, vous l'achetez pour 10 000 francs. Et quand vous ne regardez pas le tableau, il met subtilement 6 000 ou 5 000. Il vous vend ça. Et il garde la monnaie après. C'est pourquoi quand vous allez dans les stations maintenant, exigez la facture normalisée qu'ils vont vous tirer. Parce que s'il vous vend pour 6 000 francs, et il écrit pour 6 000 francs, c'est que vous avez le reçu. Il empoche la différence. Oui. Si vous avez le reçu, vous allez pouvoir contrôler. Si c'est facture manuelle, il peut vous gruger. Demandez facture normalisée parce que toutes les stations sont censées avoir une facture normalisée. Donc, il ne peut pas le faire. Et quand il vous le fait, vous allez pouvoir l'interpeller. Et puis, je l'ai dit, c'était arrivé avec moi, avec 2 personnes au niveau des stations. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, les pompistes vous grugent, les promoteurs et pompistes vous grugent, et finalement, vous avez, alors que le salaire n'est pas encore augmenté, vous attendez ça. Autant de problèmes pour les citoyens. Donc, c'est pourquoi je suis d'accord qu'il faut interpeller ceux qui sont dans le faux, il faut les interpeller et qui servent de leçons. En tout cas, qu'ils servent de leçons pour les autres. Allez, ceci vous concerne également, Laurent Roland Tonneikes, c'est avec Info Matin qu'on l'apprend. 0 moto non immatriculée en circulation au Bénin. L'ANAT invite à aller retirer les plaques. En quoi ça me concerne? Vous savez que ça vous concerne. Allez retirer votre plaque. Non, je demanderai à tous les citoyens parce que oui, c'est vrai qu'il y a des centaines, des milliers de plaques à l'ANAT abandonnées. Il y a quelques jours, je m'étais rendu dans les locaux de l'ANAT. J'ai pu voir véritablement des casques. Ah, donc vous vous y rendez, mais vous ne récupérez pas votre plaque. J'étais allé faire un concert, vous vous rappelez de ce drame qui avait lieu? Oui, j'étais allé là-bas pour je n'avais pas la moto, je n'avais pas les papiers. D'abord, il faisait nuit aussi. Mais j'étais surpris de voir que oui, il y a des casques, pardon, des plaques d'immatriculation. Disposées à même le sol. Oui, des milliers. Et donc, je voulais interpeller les citoyens qui sont comme moi, d'aller chercher les plaques d'immatriculation. Faites-le, c'est important. Non, moi je le ferai. Je vais même si je n'y vais pas, je vais certainement envoyer quelqu'un pour retirer. C'est très important. On finit par le Togo, nouvelle constitution adoptée à l'unanimité des députés. 87 voix, ce n'est pas l'unanimité des députés, c'est 87 voix. C'est vrai qu'on vous dira que c'est l'unanimité des députés présents dans une certaine mesure. Ben ouais. Je sais que Géry Tama a voté contre, il n'était pas d'accord, et donc certainement il n'était pas à l'Assemblée le jour-là. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que il y a un processus électoral en cours. Il y a une élection qui se tiendra dans les prochains jours. Les gens sont en campagne. Et des députés dont le mandat
a fini depuis décembre, c'est qu'on a amené à voter pour la nouvelle réforme, en tout cas la nouvelle constitution. Vous voyez comment les chefs d'État, c'était parfois, se foutent pas mal de leur peuple. Des gens qui ont fini leur mandat depuis décembre, que vous avez reconduit, c'est eux qui ont eu la charge maintenant de voter une nouvelle constitution pour le pays, pendant que vous êtes en campagne pour une nouvelle élection, pour élire de nouveaux députés. Et ça, la CEDEAO ne parle pas aussi. C'est ça le paradoxe dans notre sous-région. La CEDEAO ne parle pas. Vous souhaitez que la CEDEAO fasse en la matière de l'ingérence, peut-être? Ah, vous parlez. Donc, c'est quand peut-être je ne souhaite pas que les gens vont faire un coup d'État à fois que vous allez dire que la CEDEAO va parler. C'est maintenant que la CEDEAO doit parler. Comment comprendre que des députés qui ont fini le mandat depuis décembre votent une nouvelle constitution alors que nous sommes en place? Est-ce que ces statuts lui permettent d'intervenir maintenant? C'est aussi l'autre paire de manches. On ne se pose pas souvent la question. La CEDEAO doit permettre d'intervenir. La preuve, la CEDEAO a envoyé déjà des observateurs au Togo pour superviser les élections. Oui, bon, ça c'est de l'ordre normal des choses. Voilà ce qui relève justement de ces statuts. Quand les députés ont fini le mandat depuis décembre, on les a reconduits et on leur fait voter une nouvelle constitution. Donc vous trouvez que la CEDEAO n'a rien à dire par rapport à ça? Si les députés avaient encore leur mandat en cours, on peut comprendre, c'est normal qu'ils votent, ils sont là pour légiférer. Donc voter une nouvelle constitution, ce n'est pas un problème. Mais le mandat est fini, on est en campagne pour une nouvelle élection, pour élire de nouveaux députés. Et c'est là, ce sont ces députés qui vont voter une nouvelle constitution, parce que déjà, on est en train de tout arranger pour que son équipe, l'UNIR, UNIR, puisse avoir la majorité et continuer, parce que c'est les députés, les partis de la majorité qui va choisir le président du Conseil des ministres, et puis après, ce sont les membres du Sénat et autres qui vont choisir le président de la République. Donc, autant de choses. Moi, je pense que ce sont sur ces détails-là que la CEDEAO doit commencer par donner de la voix, plutôt que d'attendre que le pire arrive pour commencer par jouer le sapeur-pompier. La CEDEAO ne doit pas continuer à jouer le rôle du sapeur-pompier. Ça doit travailler à préserver les crises dans nos pays. C'est très important. Nécessité peut-être de réformer, comme l'ont proposé d'aucuns, la CEDEAO, afin de permettre... Oui, la CEDEAO, malheureusement, est devenue la CEDEAO des chefs d'État, elle n'est plus pour autant la CEDEAO des peuples, malheureusement. Et donc c'est à cela que j'invite la CEDEAO. La CEDEAO doit travailler à être la CEDEAO des peuples, et être CEDEAO des peuples, c'est de prévenir les crises, prévenir les crises, plutôt que de travailler à jouer le sapeur-pompier après. Merci à vous, Laurent Roland.